Au cœur glacé de la Russie du XVIe siècle, parmi les salles sombres du Kremlin, un garçonnet de seulement 3 ans contemplait le monde à travers des yeux qui ne connaîtraient jamais l'innocence. Ivan Vassilievitch naquit en l'an 1530, fils du grand prince Vassili III de Moscou, héritier d'un empire qui s'étendait sur les vastes plaines russes. Mais le destin lui avait préparé un chemin pavé de sang et de trahison, modelant son âme dès ses premiers instants de vie. Lorsqu'Ivan n'avait que 3 ans, la mort visita le palais avec sa faux impitoyable. Vassili III, son père, succomba à une maladie mystérieuse, laissant le trône entre les mains d'un enfant et le pouvoir réel aux griffes ambitieuses des boyards, la haute noblesse russe qui attendait depuis longtemps une occasion d'étendre son influence. Le petit Ivan observait, impuissant, tandis que ces hommes puissants complotaient et conspiraient dans les couloirs qui auraient dû être son foyer, transformant chaque ombre en une menace potentielle. Elena Glinskaya, sa mère, prit la régence d'une main de fer, tentant de protéger son fils et de maintenir uni un royaume qui menaçait de se fragmenter. Pendant 5 ans, elle gouverna avec une détermination d'acier, réprimant les révoltes, renforçant les frontières et maintenant les boyards sous contrôle. Mais en l'an 1538, alors qu'Ivan n'avait que 8 ans, Elena mourut subitement. Les circonstances de sa mort furent enveloppées de mystères et des soupçons d'empoisonnement flottaient dans l'air comme une fumée toxique. Avec la mort de sa mère, Ivan fut entièrement à la merci des boyards, qui ne tardèrent pas à montrer leur véritable nature. Les Chouïski et les Belski, les 2 familles nobles les plus puissantes, entamèrent une guerre sourde pour le contrôle de la régence, utilisant le jeune tsar comme un pion dans leur jeu politique. Ivan était traité non pas comme l'héritier légitime du trône, mais comme un obstacle gênant qu'il fallait tolérer jusqu'à ce qu'il puisse être entièrement manipulé. Les années qui suivirent furent marquées par une humiliation constante et une cruauté psychologique. Les boyards entraient dans ses appartements privés sans cérémonie, ignoraient sa présence lors des réunions importantes du conseil et le laissaient souvent affamé et mal vêtu pour démontrer qui contrôlait réellement le royaume. Ivan apprit que ses paroles n'avaient aucun poids, que ses ordres étaient ignorés et que même ses serviteurs les plus proches répondaient d'abord aux nobles avant de s'occuper de ses besoins. Lors d'une des réunions du conseil, quand Ivan avait 10 ans, il osa contester une décision prise par les Chouïski. Ivan Chouïski, le régent de fait, regarda le garçon avec mépris et déclara que les enfants devaient rester silencieux pendant que les hommes discutaient des affaires de l'État. Le jeune tsar fut escorté hors de la salle, sous les rires étouffés des autres boyards, une humiliation qui brûla dans son âme comme du fer rouge. La nuit, seul dans ses appartements, Ivan commença à développer une compréhension sinistre de la nature du pouvoir. Il comprit que la force et la peur étaient les seules devises qui comptaient vraiment dans ce monde de loups déguisés en agneaux. Il se mit à observer attentivement comment les boyards se traitaient les uns les autres, comment ils complotaient, punissaient les ennemis et récompensaient les alliés. Chaque trahison observée, chaque acte de cruauté vu s'inscrivait dans sa mémoire comme une leçon de survie. Le jeune Ivan trouva refuge dans les livres, dévorant des chroniques historiques et des traités sur la gouvernance. Il lisait sur les grands tsars du passé, sur la manière dont ils avaient consolidé le pouvoir et éliminé les menaces. Il étudia les tactiques des empereurs byzantins, apprit l'organisation des armées mongoles qui avaient autrefois dominé ces terres, et absorba chaque stratégie de pouvoir qu'il trouvait dans les pages jaunies des manuscrits anciens. Mais ce n'étaient pas seulement les livres qui éduquaient le futur tsar. Les boyards eux-mêmes, dans leur arrogance, lui enseignèrent involontairement les leçons les plus précieuses sur la trahison et la vengeance. Ivan observait comment ils changeaient d'alliance selon leur convenance, comment ils éliminaient les rivaux par de fausses accusations, comment ils utilisèrent la violence pour maintenir les subordonnés dans le droit chemin. Chaque méthode cruelle qu'il voyait était cataloguée dans son esprit pour un usage futur. Lors d'une fête au palais, quand Ivan avait 12 ans, il fut témoin de l'exécution d'un boyard pour trahison. L'homme fut traîné dans la cour intérieure du Kremlin, où sa tête fut tranchée devant une foule de nobles aux visages impassibles.
Ivan observa tout cela depuis la fenêtre de ses appartements, remarquant comment la peur dansait dans les yeux des spectateurs, comment le pouvoir absolu sur la vie et la mort réduisait au silence même les plus arrogants. À ce moment-là, quelque chose d'obscur et de définitif se cristallisa dans son âme. Il comprit que la clémence était perçue comme une faiblesse et que seul un terrorisme absolu pouvait garantir qu'il ne serait plus jamais humilié ou ignoré. À 17 ans, en l'an 1547, Ivan Vassilievitch était prêt à revendiquer son destin. Après des années d'humiliation et d'apprentissage forcé entre les mains des boyards, le jeune homme s'était transformé en quelque chose de très différent de l'enfant effrayé qu'il avait été. Son esprit affûté avait absorbé non seulement les leçons des livres, mais aussi les dures réalités du pouvoir politique russe. Le moment de son couronnement était venu, et avec lui, la naissance du premier tsar de toutes les Russies. La cérémonie de couronnement fut planifiée avec une magnificence sans précédent dans l'histoire russe. Ivan décida qu'il ne serait pas couronné simplement comme grand prince de Moscou, titre traditionnel de ses ancêtres, mais comme tsar, un mot dérivé de César, qui placerait la Russie au même niveau que le Saint-Empire romain et l'Empire byzantin. Ce n'était pas seulement un changement de titre, mais une déclaration audacieuse, affirmant que la Russie émergeait comme une grande puissance européenne sous sa direction. Dans la cathédrale de la Dormition, au cœur du Kremlin, des centaines de dignitaires, boyards, clercs et ambassadeurs étrangers se réunirent pour assister à ce moment historique. Ivan marchait dans la nef centrale, vêtu de tenues cérémonielles brodées de fils d'or, portant non seulement les insignes du pouvoir, mais aussi le poids de ses ambitions. Lorsque le métropolite Macaire plaça la couronne de Monomaque sur sa tête, Ivan ne devenait pas seulement un souverain, il transformait fondamentalement la nature du pouvoir russe. Ses premières actions en tant que tsar révélèrent un esprit stratégique étonnamment mûr. Ivan comprit que pour consolider son pouvoir, il devait d'abord moderniser et réorganiser complètement la structure administrative de l'Empire. Il lança une série de réformes qui révolutionneraient la Russie médiévale, en commençant par la création d'un nouveau code juridique, le Sudebnik de l'an 1550, qui établissait des lois uniformes sur tout le territoire russe et réduisait considérablement les privilèges arbitraires des boyards. La réforme militaire fut encore plus impressionnante. Ivan réorganisa entièrement l'armée russe, créant les premiers régiments permanents d'infanterie, les Streltsi, équipés d'armes à feu importées d'Europe occidentale. Il établit une hiérarchie militaire basée sur le mérite plutôt que sur la naissance, promouvant des officiers compétents indépendamment de leur origine sociale. Ce changement renforça non seulement militairement la Russie, mais créa aussi une nouvelle classe de serviteurs loyaux directement au tsar, réduisant sa dépendance à l'égard de la noblesse traditionnelle, si versatile. En l'an 1552, Ivan démontra sa compétence militaire en menant personnellement le siège de Kazan, capitale du Khanat de Kazan, un état successeur de la Horde d'Or qui terrorisait depuis des siècles les frontières russes. La campagne fut méticuleusement planifiée, combinant des tactiques militaires occidentales avec une connaissance locale des conditions de combat dans la steppe. Lorsque les murailles de Kazan cédèrent enfin après des semaines de bombardements, Ivan remporta non seulement une victoire militaire décisive, mais libéra aussi des milliers d'esclaves russes qui avaient été capturés lors d'incursions tatares au fil des ans. La conquête de Kazan fut suivie par la prise d'Astrakhan en l'an 1556, étendant le contrôle russe jusqu'à la mer Caspienne et maîtrisant entièrement le cours du fleuve Volga. Ces victoires n'étaient pas seulement des expansions territoriales, elles représentaient la subjugation définitive des derniers vestiges du joug mongol qui avait dominé la Russie pendant plus de 2 siècles. Ivan avait brisé les chaînes qui attachèrent son peuple à un passé de servitude. Au cours de ses premières années de règne, Ivan démontra également une habileté diplomatique considérable.
Il établit des relations commerciales avec l'Angleterre via la Compagnie de Moscovie, ouvrant de nouvelles routes commerciales qui apportèrent prospérité et technologie occidentale en Russie. Il négocia des traités avec diverses principautés européennes, positionnant la Russie comme un acteur majeur de la politique continentale. Sa correspondance avec la reine Élisabeth Ier d'Angleterre révélait non seulement son éducation raffinée, mais aussi sa vision à long terme pour transformer la Russie en une puissance moderne. Le jeune tsar montra aussi un intérêt sincère pour le bien-être de ses sujets. Il promut des réformes économiques qui stimulèrent le commerce intérieur, établit de nouvelles villes le long des routes commerciales conquises et mit en œuvre des politiques protégeant les paysans des abus les plus flagrants des seigneurs locaux. Sa popularité auprès du peuple ordinaire ne cessait de croître, contrastant avec la méfiance qu'il inspirait aux boyards, qui voyaient ces réformes comme des menaces directes à leurs privilèges traditionnels. En l'an 1547, Ivan épousa Anastasia Romanovna Zakharina Youreva, choisie par un processus de sélection impliquant des centaines de candidates issues de familles nobles de tout l'Empire. Anastasia n'était pas seulement belle, mais aussi intelligente et politiquement astucieuse, devenant une conseillère précieuse et une influence modératrice sur les impulsions les plus sévères du tsar. Leur mariage fut perçu comme une union promettant stabilité dynastique et continuité des réformes progressistes. Au cours de ces années dorées, Ivan semblait incarner le souverain idéal de la Renaissance. Éduqué, visionnaire, compétent militairement, et engagé dans la modernisation de son royaume. Les ambassadeurs étrangers le décrivaient comme l'un des monarques les plus impressionnants d'Europe, capable de discuter de théologie avec des érudits, de stratégie militaire avec des généraux et de questions commerciales avec des marchands. La Russie, sous sa direction, prospérait comme jamais auparavant, s'étendant territorialement, s'enrichissant économiquement et gagnant en respect international. Personne n'aurait pu prédire que, quelques années plus tard, cet homme même se transformerait en le tyran le plus redouté de l'histoire russe, laissant une traînée de terreur qui ternirait sa réputation à jamais. En l'an 1560, la vie d'Ivan changea irrévocablement lorsque la tragédie frappa son cœur avec la force d'une épée. Anastasia, son épouse bien-aimée et la seule personne en qui il avait une confiance absolue, tomba soudainement malade de symptômes mystérieux qui déroutèrent les médecins de la cour. Pendant des semaines, Ivan resta à ses côtés, observant impuissant sa femme qui avait apporté de la lumière dans son existence dépérir sous ses yeux. Lorsqu'elle mourut en août de cette année-là, quelque chose de fondamental se brisa dans l'âme du tsar, libérant des démons qui étaient restés endormis depuis son enfance traumatisante. La mort d'Anastasia n'était pas seulement une perte personnelle dévastante, elle supprima aussi la seule influence modératrice sur la personnalité de plus en plus volatile d'Ivan. Elle avait été sa confidente, sa conseillère, et la seule personne capable d'apaiser ses soupçons paranoïaques lorsqu'ils commençaient à émerger. Sans sa présence stabilisatrice, les graines de la méfiance plantées pendant ces années d'humiliation entre les mains des boyards commencèrent à germer avec une vigueur effrayante. Les circonstances de la mort d'Anastasia alimentèrent immédiatement les soupçons du tsar. Les symptômes qu'elle avait présentés, vomissements, convulsions et détérioration physique rapide, étaient cohérents avec un empoisonnement, une pratique courante dans la politique russe de l'époque. Ivan commença à voir des complots dans chaque regard, de la trahison dans chaque chuchotement et des preuves de sabotage dans chaque événement apparemment banal. La paranoïa, contenue pendant les années heureuses de son mariage, explosa avec une force incontrôlable. Des enquêtes furent ordonnées immédiatement. Ivan, exigeant que chaque personne ayant été proche d'Anastasia pendant sa maladie soit interrogée minutieusement. Médecins, serviteurs, cuisiniers, même les prêtres qui avaient administré les derniers sacrements furent soumis à des interrogatoires intenses. Lorsque ces enquêtes ne produisirent pas de coupables évidents, Ivan commença à élargir son cercle de suspects, incluant des boyards qu'il considérait depuis des années comme des alliés loyaux.
La transformation psychologique du tsar fut observée avec une inquiétude croissante par les membres de la cour. L'homme connu pour sa rationalité et sa vision stratégique commença à exhiber des comportements erratiques et des explosions de colère disproportionnées. Pendant les réunions du conseil, Ivan interrompait les discussions pour lancer des accusations paranoïaques contre les participants, affirmant qu'ils complotaient contre lui ou qu'ils avaient été complices dans la mort de son épouse. En décembre de l'an 1564, la paranoïa d'Ivan atteignit un point critique. Convaincu que les boyards planifiaient un coup d'État pour le destituer, il prit une décision qui choqua toute la Russie. Il abandonna Moscou, emmenant avec lui seulement sa famille d'immédiate, quelques serviteurs loyaux et le trésor royal. Le départ soudain du tsar plongea le gouvernement dans une paralysie totale, personne ne sachant s'il comptait revenir ou s'il avait effectivement abdiqué. Ivan s'installa à la Sloboda d'Alexandrov, une propriété rurale, située à 100 km de Moscou, la transformant en une forteresse improvisée entourée de gardes armés et de mesures de sécurité paranoïaques. De là, il envoya 2 lettres qui révéleraient ses véritables intentions et marqueraient le début d'une nouvelle phase sombre de son règne. La première lettre, adressée aux métropolites et aux boyards à Moscou, était une accusation dévastante contre toute la classe dirigeante russe. Ivan accusait les nobles de trahison systématique, de corruption débridée et de conspiration contre sa personne et sa famille. Il affirmait que depuis son enfance, les boyards avaient conspiré pour affaiblir le pouvoir tsariste, s'enrichissant aux dépens de l'État et sabordant ses réformes progressistes. La lettre culminait avec une déclaration selon laquelle il ne faisait plus confiance à aucun membre de la haute noblesse et qu'il jugeait impossible de gouverner avec un tel niveau de trahison autour de lui. La deuxième lettre, adressée au peuple ordinaire de Moscou, avait un ton complètement différent. Ivan s'y présentait comme le protecteur des intérêts populaires contre l'oppression des boyards corrompus. Il expliquait que son départ ne représentait pas un abandon de ses devoirs, mais un refus de continuer à gouverner dans les conditions actuelles où ses efforts pour défendre le peuple étaient constamment sabotés par des traîtres à la cour. L'impact de ces lettres fut immense. À Moscou, la panique se répandit parmi les boyards, qui réalisèrent que leur position et peut-être leur vie étaient en danger. En même temps, le peuple ordinaire, qui avait bénéficié des réformes d'Ivan, commença à faire pression pour son retour, craignant que son absence ne ramène le chaos de la régence des boyards. Des délégations furent envoyées à Alexandrov, suppliant le tsar de revenir. Ivan reçut ces délégations avec un mélange de dédain et de satisfaction, percevant qu'il avait réussi à placer tout l'establishment politique russe en position de vulnérabilité. Ses exigences pour revenir étaient claires et non négociables. Il exigeait un pouvoir absolu pour punir les traîtres comme il le jugerait approprié, sans ingérence du Conseil des boyards ou de l'Église. Après des semaines de négociations tendues, les boyards, confrontés à la pression croissante du peuple et craignant l'effondrement complet de l'État, acceptèrent les exigences d'Ivan. En février de l'an 1565, il revint triomphalement à Moscou, mais plus comme le réformateur bienveillant des premières années de règne. L'homme qui revint était fondamentalement différent, paranoïaque, implacable et armé d'un pouvoir absolu pour mettre en œuvre une vision du gouvernement basée sur la terreur systématique. La tragédie personnelle s'était transformée en catastrophe nationale, et la Russie était sur le point de découvrir un aspect d'Ivan qui ferait que son surnom de l'effroyable serait rappelé avec une véritable horreur pendant les siècles à venir. Avec un pouvoir absolu enfin entre ses mains, Ivan commença immédiatement à mettre en œuvre le système de répression politique le plus brutal et le plus systématique que la Russie ait jamais connu. En l'an 1565, il annonça une division radicale du territoire russe qui choquerait les contemporains et les historiens par son audace et sa cruauté. L'empire serait divisé en 2 parties distinctes, la Zemshchina, qui resterait sous l'administration traditionnelle des boyards, et l'Oprichnina, qui serait sous le contrôle direct et absolu du tsar.
L'Oprichnina n'était pas seulement une division administrative, mais une révolution complète de la structure sociale et politique russe. Ivan sélectionna personnellement les terres les plus riches et les plus stratégiques de l'Empire, incluant des routes commerciales vitales, des villes prospères et des forteresses militaires importantes, les incorporant à sa sphère de contrôle direct. Cette division laissa les boyards traditionnels avec des territoires fragmentés et économiquement moins viables, neutralisant efficacement leur pouvoir en tant que classe. Pour administrer et policer l'Oprichnina, Ivan créa une force entièrement nouvelle, les Oprichniks. Ces hommes étaient sélectionnés non pas par leur lignée noble ou leur richesse familiale, mais par leur loyauté absolue au tsar et leur disposition à exécuter ses ordres les plus extrêmes sans questionnement. Ivan interrogeait personnellement chaque candidat, recherchant des individus qui avaient subi des injustices de la part des boyards ou qui avaient des motifs personnels de vengeance contre l'ancien ordre social. Le symbolisme des Oprichniks était délibérément sinistre et calculé psychologiquement pour inspirer la terreur. Ils portaient des uniformes entièrement noirs, montaient des chevaux noirs et portaient 2 symboles macabres attachés aux selles de leurs chevaux, une tête de chien et un balai. La tête de chien représentait leur loyauté canine envers le tsar, tandis que le balai symbolisait leur mission de balayer hors de Russie tous les ennemis du régime. Cette imagerie n'était pas accidentelle, mais soigneusement conçue pour créer une aura de terreur surnaturelle autour de la force. Les Oprichniks opéraient avec une autorité illimitée dans les territoires de l'Oprichnina, ne répondant qu'à Ivan lui-même. Ils pouvaient arrêter, interroger, torturer et exécuter toute personne suspectée de disloyauté sans besoin de preuves légales ou de procédures formelles. Leur tactique incluait des méthodes de torture sophistiquées qu'Ivan avait étudiées dans des textes historiques sur l'Inquisition espagnole et d'autres organisations répressives européennes, les adaptant aux conditions russes. Les exécutions menées par les Oprichniks étaient souvent publiques et élaborément cruelles, destinées non seulement à éliminer les ennemis, mais aussi à terroriser les opposants potentiels. Les méthodes incluaient l'empalement, l'écorchement vif, le démembrement lent et la noyade dans de l'eau bouillante. Ivan supervisait souvent personnellement ces exécutions, prenant des notes sur l'efficacité des différentes méthodes de torture et affinant les techniques pour maximiser à la fois la souffrance et l'impact psychologique sur les observateurs. La paranoïa d'Ivan se manifestait à travers un système élaboré d'espionnage et de dénonciation. Il établit des réseaux d'informateurs à tous les niveaux de la société, des serviteurs domestiques aux clercs, encourageant les délations par des récompenses financières et des menaces de punition pour ne pas signaler des activités suspectes. Cette atmosphère de méfiance universelle détruisit les relations familiales et amicales, créant une société où personne ne pouvait faire confiance à personne. Ivan lui-même devint de plus en plus reclus et paranoïaque, résidant principalement à Alexandrov, qu'il transforma en une forteresse presque imprenable. Le complexe était entouré de multiples couches de fortifications, de gardes armés et de dispositifs de sécurité élaborés. Même à l'intérieur de la forteresse, Ivan changeait constamment de chambre, testait toute nourriture pour détecter des poisons et maintenait un cercle de plus en plus restreint de confidents. Au cours de cette période, Ivan développa des rituels personnels bizarres reflétant sa détérioration psychologique. Il passait des heures chaque jour en prière obsessionnelle, se flagellant souvent comme pénitence pour ses péchés, tout en planifiant simultanément de nouvelles atrocités contre ses ennemis. Cette contradiction entre une religiosité extrême et une cruauté systématique devint une caractéristique définissante de sa personnalité fragmentée. L'économie russe commença à souffrir gravement sous le système de l'Oprichnina. La menace constante de confiscation de biens et d'exécutions arbitraires décourageait les investissements et l'activité commerciale. De nombreuses familles nobles fuirent vers des pays voisins, emportant avec elles du capital et une expertise administrative. Les champs agricoles furent abandonnés à mesure que les paysans fuyaient les zones sous le contrôle direct des Oprichniks, craignant d'être pris dans les purges. La communauté internationale
commença à voir la Russie avec un effroi et une méfiance croissants. Les ambassadeurs européens envoyaient des rapports choqués sur les atrocités qu'ils témoignaient, décrivant Ivan comme un tyran comparable aux pires exemples de l'Antiquité. Les relations diplomatiques se détériorèrent à mesure que d'autres cours européennes hésitaient à maintenir un contact étroit avec un régime aussi brutal. Même parmi les propres oprichniks, la paranoïa d'Ivan se manifestait par des purges régulières. Les commandants devenant trop puissants ou populaires étaient éliminés sous des accusations de trahison, créant une atmosphère de terreur même parmi ses exécuteurs les plus loyaux. Cette instabilité constante au sein de l'organisation répressive elle-même démontrait que même la loyauté absolue ne garantissait pas la sécurité dans l'empire de la terreur qu'Ivan avait créé. Lors de l'hiver de l'an 1569, la paranoïa d'Ivan atteignit un pic mortel qui aboutirait à l'épisode le plus sanglant de son règne. De fausses informations, peut-être plantées par des ennemis ou issues de son propre esprit dégradé, parvinrent au tsar, affirmant que la ville prospère de Novgorod, l'une des plus anciennes et des plus riches de Russie, conspirait pour se séparer de l'Empire et rejoindre le royaume de Pologne-Lituanie. Pour Ivan, dont la paranoïa avait transformé tout simple bruit en preuve irréfutable de trahison, cette information confirmait ses pires craintes concernant une conspiration généralisée contre son autorité. Novgorod n'était pas une ville quelconque dans la géographie politique russe. Pendant des siècles, elle avait été une république commerciale indépendante, contrôlant de vastes réseaux commerciaux s'étendant de la Baltique à la mer Noire. Son incorporation aux principautés de Moscou avait été relativement récente et de nombreux Novgorodiens gardaient encore des souvenirs nostalgiques de leur autonomie perdue. Cette histoire d'indépendance, combinée à sa richesse considérable et à sa population éduquée, en faisait une cible naturelle pour les soupçons d'un dirigeant obsédé par la conspiration et le séparatisme. Pendant des mois, Ivan planifia méticuleusement ce qu'il considérait comme une opération militaire nécessaire pour éliminer une fois pour toutes le noyau de la résistance boyarde à son autorité. Dans son esprit déformé, Novgorod était devenu le symbole de tout ce qui n'allait pas avec l'ancien ordre russe. Une richesse non contrôlée par l'État, une population éduquée capable de pensée indépendante et des traditions d'autonomie locale qui défiaient l'absolutisme tsariste. À la fin de décembre de l'an 1569, Ivan partit de Moscou avec une armée de 15 000 hommes, incluant ses oprichniks les plus brutaux et des unités régulières de l'armée. L'expédition fut déguisée en visite religieuse au monastère de la région, mais les préparatifs militaires et la quantité d'équipements de torture transportés révélaient les véritables intentions de la mission. Pendant la marche, Ivan ordonna que toutes les petites villes sur le chemin soient pacifiées, entraînant l'exécution sommaire de centaines de personnes suspectées de sympathie pour Novgorod. Lorsque l'armée tsariste arriva aux abords de Novgorod en janvier de l'an 1570, la ville fut entièrement encerclée, rendant toute fuite impossible. Ivan établit son quartier général au monastère de Saint-Georges, transformant le lieu sacré en centre d'opération pour ce qui deviendrait l'un des massacres les plus systématiques de l'histoire médiévale européenne. Pendant 5 semaines, la terreur méthodiquement planifiée et exécutée transformerait l'une des villes les plus prospères de Russie en un cimetière. Les exécutions commencèrent immédiatement après l'établissement du siège. Ivan avait préparé des listes détaillées de traîtres, incluant non seulement des boyards et de riches marchands, mais aussi des clercs, des artisans et même des paysans accusés de soutenir la supposée conspiration. Les méthodes d'exécution étaient délibérément variées et cruelles, destinées à maximiser à la fois la souffrance des victimes et la terreur des survivants forcés d'assister au spectacle. Des familles entières étaient traînées hors de leur maison lors de raids nocturnes, menés par les oprichniks. Les pères étaient forcés d'assister à la torture de leurs enfants. Les épouses étaient violées devant leurs maris et les enfants étaient assassinés tandis que leurs parents imploraient miséricorde.
Ivan supervisait personnellement nombre de ces exécutions, prenant des notes sur les réactions des victimes et semblant tirer une satisfaction psychologique du spectacle de la mort et du désespoir. La rivière Volkhov, qui traverse Novgorod, devint un instrument d'exécution de masse. Des centaines de personnes furent attachées avec des pierres et jetées dans l'eau glacée, tandis que d'autres furent forcées de briser la glace pour ensuite être noyées dans les eaux tumultueuses. Pendant les semaines du massacre, la rivière devint littéralement rouge de sang et bloquée par les corps, créant une image apocalyptique que les témoins décrivirent comme la fin du monde. Les monastères et églises de Novgorod, traditionnellement des lieux de sanctuaire, furent systématiquement profanés. Des moines furent torturés pour révéler l'emplacement de trésors cachés. Des icônes sacrées furent détruites ou volées, et les édifices religieux eux-mêmes furent transformés en centres de torture et d'exécution. Ivan justifiait ces profanations en affirmant que le clergé local était corrompu et participait activement à la conspiration contre son autorité. La richesse accumulée de Novgorod au fil des siècles fut systématiquement pillée. Les maisons des marchands furent envahies, les coffres-forts brisés et tout objet de valeur fut confisqué pour le trésor tsariste. Ce pillage n'était pas chaotique, mais méthodiquement organisé, avec des inventaires détaillés tenus et la richesse redistribuée parmi les oprichniks comme récompense pour leur loyauté et leur participation au massacre. Les estimations du nombre de morts varient selon les historiens, mais les sources contemporaines suggèrent qu'entre 15 000 et 60 000 personnes périrent pendant le massacre de Novgorod. Considérant que la population totale de la ville était d'environ 30 000 habitants. Cela signifiait essentiellement l'extermination d'une génération entière de Novgorodiens. Les survivants étaient pour la plupart de jeunes enfants et quelques adultes sélectionnés pour témoigner du pouvoir tsariste. Lorsqu'Ivan quitta finalement Novgorod en février, il laissa derrière lui une ville fantôme. Les rues étaient couvertes de cadavres. Les maisons vides résonnaient avec le vent et les rares survivants erraient comme des spectres parmi les ruines de leurs vies antérieures. La prospérité commerciale qui avait caractérisé Novgorod pendant des siècles fut entièrement détruite et la ville ne retrouva jamais son importance économique ou politique d'antan. Le massacre de Novgorod marqua un point de non-retour dans la carrière d'Ivan en tant que tyran. Même ses alliés les plus proches commencèrent à remettre en question sa santé mentale, tandis que la communauté internationale en vint à voir la Russie comme un État paria dirigé par un sanguinaire dément. L'épisode démontra qu'il n'y avait aucune limite à la cruauté d'Ivan lorsque sa paranoïa était déclenchée, établissant un précédent terrible qui entrait la Russie dans les années à venir, et prouvant que ni la loyauté historique ni la prospérité économique ne pouvaient protéger une communauté de la fureur d'un tsar rendu fou par le pouvoir. En l'an 1580, après des décennies de terreur systématique contre ses sujets, la paranoïa d'Ivan avait tellement grandi qu'aucun membre de sa propre famille n'échappait à ses soupçons mortels. L'homme qui avait transformé la Russie en un empire de la peur vivait désormais comme prisonnier de ses propres démons mentaux, incapable de faire confiance à quiconque, y compris à ceux qui partageaient son sang et auraient dû être ses héritiers les plus naturels. Ivan Ivanovitch, son fils aîné et héritier apparent, avait grandi à l'ombre terrifiante de son père, étant témoin depuis l'enfance des atrocités commises au nom de la sécurité de l'État. À 27 ans, le jeune prince s'était développé en un homme intelligent et politiquement astucieux, mais aussi profondément traumatisé par les expériences de son enfance. Contrairement à son père, Ivan Ivanovitch manifestait des tendances modérées et tentait souvent d'intervenir en faveur des victimes des purges tsaristes. Cette compassion de l'héritier, qui dans des circonstances normales aurait été vue comme une vertu admirable, devint un motif de suspicion croissante dans l'esprit dégradé d'Ivan. Le tsar commença à interpréter chaque acte de clémence de son fils comme une preuve de faiblesse, ou pire encore, comme un signe de disloyauté potentielle. Lors des réunions du conseil,
Ivan contredisait fréquemment et publiquement les opinions modérées du prince, l'humiliant devant les boyards et les ministres. La situation devint encore plus tendue en raison de la question de la succession. Ivan s'était marié à plusieurs reprises après la mort d'Anastasia et ses épouses suivantes étaient mortes dans des circonstances suspectes qui alimentaient encore plus sa paranoïa concernant l'empoisonnement. En l'an 1580, il était à son 7e mariage avec Maria Nagaya, une union que l'Église orthodoxe considérait comme canonique en raison du nombre excessif de mariages antérieurs. Ivan Ivanovitch avait épousé Eudoxia Sabourova en l'an 1571, mais le mariage fut annulé par le tsar lui-même sous des prétextes douteux. Son second mariage, avec Praskovia Solovaya, se termina également par une annulation forcée. Finalement, il épousa Elena Sheremeteva, fille d'une famille boyarde respectée, un mariage que son père avait initialement approuvé, mais qui devint ensuite une source de conflits supplémentaires. La tension familiale atteignit des niveaux critiques en raison de la personnalité de plus en plus instable du tsar. Ivan avait pris l'habitude de tester constamment la loyauté de ses fils à travers des situations élaborées et psychologiquement torturantes. Il ordonnait fréquemment au prince héritier de superviser les exécutions de personnes qui avaient été gentilles avec lui dans son enfance, le forçant à choisir entre l'obéissance filiale et sa conscience morale. Au cours de l'automne de l'an 1581, les tensions familiales furent exacerbées par des questions militaires. La Russie était engagée dans la guerre de Livonie depuis plus de 2 décennies. Un conflit qui avait drainé des ressources considérables du trésor royal et causé des souffrances massives parmi la population. Ivan Ivanovitch, qui avait participé à plusieurs campagnes militaires, commença à remettre ouvertement en question la sagesse de poursuivre une guerre qui semblait sans fin et détruisait le pays. Ces critiques militaires furent interprétées par le tsar comme un défi direct à son autorité et à sa compétence en tant que commandant suprême. Lors de réunions privées, Ivan accusait son fils de lâcheté et de manque de vision stratégique, affirmant que son opposition à la guerre était la preuve d'une influence d'ennemis étrangers cherchant à affaiblir la Russie par une propagande pacifiste. La paranoïa du tsar se manifestait aussi à travers des comportements de plus en plus bizarres envers sa famille. Il commença à espionner les conversations privées de ses fils, installant des informateurs parmi leurs serviteurs personnels et interprétant tout commentaire critique comme une conspiration. Lors des dîners familiaux, Ivan lançait fréquemment des accusations paranoïaques contre les membres de la famille, créant une atmosphère de terreur, même dans les moments qui auraient dû être d'intimité. En novembre de l'an 1581, la situation atteignit son point de rupture finale. Elena Sheremeteva, l'épouse d'Ivan Ivanovitch, était enceinte, une grossesse qui représentait un espoir de continuité dynastique, mais aussi une source supplémentaire de tension. Le tsar était devenu obsédé par des théories de conspiration impliquant la lignée successorale, craignant que des ennemis n'utilisent de futurs petits-enfants comme prétexte pour des coups d'État. Lors d'une discussion particulièrement houleuse sur la politique militaire, Ivan Ivanovitch commit l'erreur fatale de contredire publiquement son père devant des membres de la cour. Le prince soutint que la poursuite de la guerre de Livonie ruinait économiquement la Russie et que les ressources militaires devaient être redirigées pour défendre les frontières méridionales contre les incursions tatares menaçant les populations paysannes. La réponse d'Ivan fut explosive et brutale. Dans un accès de rage incontrôlable, il accusa son fils de trahison, de lâcheté et de conspiration avec des ennemis étrangers. La discussion s'envenima rapidement, le tsar criant des accusations de plus en plus paranoïaques, tandis que le prince tentait désespérément de se défendre contre des allégations infondées. Le moment culminant de la tragédie survint lorsque Ivan, dans un état de fureur psychotique, saisit son bâton cérémonial en fer et attaqua son propre fils. Le premier coup frappa Ivan Ivanovitch à la tête, causant une blessure grave qui se mit immédiatement à saigner abondamment. Le prince tomba au sol, inconscient,
tandis que son père continuait à le frapper à plusieurs reprises avec le bâton. Lorsque la fureur finit par passer et qu'Ivan réalisa ce qu'il avait fait, la transformation de son comportement fut immédiate et dramatique. L'homme qui, quelques instants auparavant, était une bête enragée, devint soudain une figure pitoyable et désespérée, s'agenouillant à côté de son fils blessé et implorant pardon. Il tenta lui-même d'arrêter le saignement, murmurant des mots de repentir et promettant que tout irait bien. Pendant 3 jours, Ivan resta constamment au chevet de son fils, refusant de dormir ou de manger, priant obsessionnellement et promettant à Dieu n'importe quel sacrifice en échange du rétablissement du prince. Des médecins furent amenés de toute Moscou, mais la blessure à la tête avait causé des dommages cérébraux graves qui dépassaient les capacités médicales de l'époque. Ivan Ivanovitch mourut le 16 novembre de l'an 1581, sans jamais avoir totalement recouvré conscience. Ses dernières paroles furent rapportées comme étant un pardon à son père, une générosité finale qui rendit le remords du tsar encore plus dévastateur. Avec la mort de son héritier le plus capable, Ivan ne détruisit pas seulement sa propre lignée successorale, mais condamna aussi la Russie à un avenir incertain sous la direction de Féodor, son fils cadet, considéré comme mentalement et physiquement inapte à gouverner un empire aussi vaste et complexe. Après le meurtre de son propre fils et héritier, Ivan entra dans les dernières années de sa vie comme un homme complètement brisé, tourmenté par le remords et hanté par les ombres de ses innombrables victimes. Entre l'an 1582 et l'an 1584, le tsar qui avait terrorisé la Russie pendant des décennies devint lui-même prisonnier de ses propres démons mentaux, alternant entre des épisodes de pénitence religieuse obsessionnelle et des explosions finales de violence paranoïaque. Le remords pour le meurtre d'Ivan Ivanovitch se manifesta à travers des rituels d'autopunition qui choquèrent même les courtisans les plus habitués aux excentricités du tsar. Ivan passait des heures chaque jour prosterné devant des icônes religieuses, se flagellant avec des fouets en cuir jusqu'à ce que son dos soit à vif. Il ordonna que des milliers de messes soient célébrées pour l'âme de son fils, dépensant d'énormes sommes du trésor royal en dons au monastère, dans une tentative désespérée d'acheter le pardon divin. Simultanément, sa paranoïa atteignit des niveaux frisant la psychose complète. Ivan commença à voir l'esprit de son fils mort dans chaque ombre, interprétant chaque mouvement des rideaux comme des visites surnaturelles et chaque bruit nocturne comme des messages de l'au-delà. Les serviteurs racontaient qu'ils le trouvaient souvent en train de parler à des interlocuteurs invisibles, apparemment essayant d'expliquer ses actions aux fantômes de ses victimes. L'apparence physique du tsar se détériora dramatiquement au cours de ces dernières années. Ses cheveux, qui avaient commencé à blanchir prématurément à cause du stress, devinrent complètement blancs, tandis que sa barbe poussa sauvagement sans soin approprié. Son corps, autrefois robuste et imposant, dépérit à cause d'une combinaison de jeûnes religieux obsessionnels et de stress psychologique constant. Des ulcères et des tumeurs apparurent sur toute sa peau, créant une apparence physique reflétant sa détérioration mentale. Au cours de cette période, Ivan développa une obsession morbide pour la mort et le jugement dernier. Il commanda la construction de chapelles funéraires élaborées et passa d'innombrables heures à planifier sa propre mort et son enterrement. Simultanément, il devint fasciné par la nécromancie et l'occultisme, faisant venir à la cour des charlatans qui prétendaient pouvoir communiquer avec les morts ou prédire l'avenir à travers des rituels macabres. Le système de l'Oprichnina, qui avait été l'instrument principal de sa terreur, fut officiellement aboli en l'an 1572, mais ses effets dévastateurs continuèrent de hanter la Russie. L'économie du pays était en ruine, de vastes zones de terres agricoles étant abandonnées à cause de la peur constante de confiscation et d'exécution. La population avait considérablement diminué, non seulement à cause des exécutions directes, mais aussi à cause de la famine et des maladies provoquées par l'effondrement de l'ordre social.
Les relations internationales de la Russie atteignirent leur point le plus bas au cours de ces dernières années. La guerre de Livonie, qui avait consommé les ressources russes pendant plus de 20 ans, se termina en l'an 1582 par une défaite humiliante. La Russie fut contrainte de céder tous les territoires baltes qu'elle avait conquis sous Ivan, perdant un accès crucial au marché européen et revenant essentiellement aux frontières qui existaient au début du règne. Ivan tenta de compenser ces pertes occidentales par une expansion vers l'Est, envoyant des expéditions pour conquérir des territoires sibériens. Bien que ces campagnes aient été partiellement réussies, établissant un contrôle russe sur de vastes zones de l'ouest de la Sibérie, les ressources nécessaires pour maintenir ces conquêtes n'aggravèrent que la crise économique domestique. Pendant ces moments de lucidité, Ivan faisait preuve d'une conscience aiguë de sa situation désespérée et de la ruine qu'il avait apportée à son royaume. Dans des conversations privées avec ses confesseurs, il admettait que ses actions avaient été motivées davantage par la peur et la vengeance que par une nécessité politique authentique. Ses aveux de culpabilité alternaient avec des tentatives désespérées de justifier ses atrocités comme nécessaires à la préservation de l'État russe. La question de la succession devint une source d'anxiété constante au cours de ces dernières années. Féodor, son fils survivant, était clairement inapte à gouverner un empire en crise. Le prince souffrait de déficiences mentales et physiques qui le rendaient facilement manipulable par des courtisans ambitieux. Ivan savait que sa mort entraînerait inévitablement une crise de succession qui pourrait fragmenter complètement la Russie. Dans une tentative désespérée de garantir une stabilité future, Ivan nomma un conseil de régence composé de 5 boyards pour gouverner au nom de Féodor après sa mort. Ironiquement, certains des hommes sélectionnés pour ce conseil étaient des parents de personnes qu'il avait lui-même exécutées pendant ces années de terreur. Un choix reflétant à la fois sa détérioration mentale et la pénurie d'administrateurs compétents ayant survécu aux purges. Les derniers mois de la vie d'Ivan furent caractérisés par une alternance entre des périodes de catatonie dépressive et des explosions finales de violence. Il ordonna des exécutions sporadiques de serviteurs pour des infractions mineures, comme s'il essayait de recapturer le sentiment de pouvoir absolu qui avait défini ces années de terreur. Simultanément, il passait des journées entières sans parler, assis immobile devant des icônes religieuses comme s'il attendait une révélation divine. En mars de l'an 1584, Ivan développa des symptômes d'une maladie finale que les médecins de l'époque furent incapables de diagnostiquer correctement. Une forte fièvre, un délire constant et une croissance accélérée des tumeurs qui couvraient déjà son corps suggéraient un possible empoisonnement, bien qu'ils auraient aussi pu être le résultat de décennies de stress psychologique extrême et d'une détérioration physique générale. Au cours de ces derniers jours conscients, Ivan alternait entre des supplications désespérées pour le pardon divin et des menaces paranoïaques contre des ennemis imaginaires. Il ordonna que son testament soit réécrit à plusieurs reprises, changeant constamment les dispositions pour les dons religieux et les punitions posthumes pour ses ennemis. Ces changements constants reflétaient un esprit qui avait complètement perdu la capacité de penser de manière cohérente à l'avenir. Le 18 mars de l'an 1584, alors qu'il jouait aux échecs avec l'un de ses rares courtisans restants, Ivan s'effondra soudainement sur l'échiquier. Selon les témoins, ses dernières paroles furent un cri incohérent qui aurait pu être le nom de son fils mort ou une malédiction finale contre ses ennemis. L'homme qui avait gouverné par la terreur absolue mourut seul et terrifié, entouré seulement de serviteurs qui le craignaient trop pour manifester toute autre émotion que le soulagement silencieux de son départ définitif. La mort d'Ivan en l'an 1584 marqua non seulement la fin d'une vie, mais le début d'une ère de chaos qui faillit détruire complètement l'État russe. L'empire qu'il avait gouverné par la terreur absolue pendant près de 4 décennies était profondément fracturé, économiquement ruiné et politiquement instable. Sa mort déclencha immédiatement une crise de succession qui évoluerait vers la période la plus traumatisante de l'histoire russe,
le temps des troubles. Féodor Ier, le fils survivant d'Ivan, fut formellement couronné tsar, mais son incapacité mentale et physique à gouverner était évidente pour tous les observateurs contemporains. Le nouveau tsar était décrit par les diplomates étrangers comme un homme simple, dévot religieux, mais totalement incapable de comprendre les complexités de l'administration impériale. Pendant ces 14 années de règne nominal, le pouvoir réel fut exercé par Boris Godunov, beau-frère de Féodor, et l'un des membres du conseil de régence établi par Ivan. Le système administratif russe était en effondrement total. Des décennies de purges avaient éliminé la plupart des administrateurs expérimentés, les remplaçant par des laquais loyaux mais incompétents. Les registres gouvernementaux étaient en désordre, les finances de l'État étaient chaotiques et l'appareil militaire était désorganisé et démoralisé. L'infrastructure de base du gouvernement avait été si complètement détruite que même les réformateurs bien intentionnés rencontraient d'énormes difficultés pour mettre en œuvre les changements nécessaires. L'économie russe était dévastée après des décennies de guerres constantes, de confiscations arbitraires et de terreurs systématiques. De vastes zones de terres agricoles restaient abandonnées parce que les paysans avaient fui ou avaient été tués pendant les purges. Les routes commerciales qui avaient rendu la Russie prospère étaient interrompues et la confiance nécessaire à une activité économique normale avait été complètement détruite. Le trésor royal, que Ivan avait rempli par des confiscations brutales, était vide à cause des dépenses militaires excessives et des dons religieux obsessionnels. La population russe avait été traumatisée d'une manière qui affecterait les générations futures. Des familles entières avaient disparu pendant les purges, les communautés traditionnelles avaient été fragmentées et la confiance sociale fondamentale nécessaire à une société fonctionnelle avait été corrodée. De nombreux Russes développèrent une mentalité de survie qui privilégiait la soumission passive à l'autorité et l'évitement de toute action susceptible d'attirer l'attention officielle. La classe noble russe, base traditionnelle du pouvoir administratif et militaire, avait été décimée. Des familles qui avaient servi les princes de Moscou pendant des siècles avaient été éteintes, leurs propriétés confisquées et leurs membres exécutés ou exilés. Les boyards survivants étaient pour la plupart des hommes qui avaient activement collaboré avec la terreur d'Ivan, créant une élite dirigeante corrompue et moralement compromise. Lorsque Féodor mourut sans héritier en l'an 1598, la dynastie qui avait gouverné la Russie pendant plus de 700 ans prit fin. Boris Godunov parvint à devenir tsar grâce à des manœuvres politiques habiles, mais sa légitimité fut constamment remise en question. L'absence d'une succession dynastique claire créa un vide de pouvoir que de multiples prétendants tentèrent de combler, entraînant une guerre civile prolongée. Le temps des troubles, qui dura de l'an 1603 jusqu'à l'an 1613, vit la Russie fragmentée entre de multiples prétendants au trône, dont certains étaient des imposteurs soutenus par des puissances étrangères. La Pologne, Lituanie et la Suède intervinrent militairement, occupant des territoires russes significatifs et s'approchant de l'élimination complète de l'indépendance russe. Moscou fut occupé à plusieurs reprises par des forces étrangères et le Kremlin lui-même fut pillé. Au cours de cette période chaotique, des bandes de Cosaques, de paysans révoltés et de soldats déserteurs erraient dans le pays, pillant et détruisant ce qui restait de l'infrastructure économique. Des famines massives tuèrent des centaines de milliers de personnes, tandis que des épidémies se propageaient librement à travers des populations affaiblies et déplacées. Les estimations suggèrent que la population russe diminua d'au moins un tiers pendant le temps des troubles. La crise ne prit fin qu'en l'an 1613 avec l'élection de Mikhail Romanov comme tsar par un conseil national incluant des représentants de toutes les classes sociales. La dynastie Romanov gouvernerait la Russie pendant les 300 années suivantes, mais son ascension au pouvoir ne fut possible que parce qu'elle représentait une rupture complète avec l'héritage toxique d'Ivan. Les premiers Romanov consacrèrent des décennies à la reconstruction lente et prudente des institutions qu'Ivan avait détruites. La mémoire historique d'Ivan évolua considérablement au fil des siècles.
Certains historiens russes ultérieurs tentèrent de réhabiliter sa réputation, arguant que ses réformes initiales et ses expansions territoriales avaient contribué à la grandeur future de la Russie. Cependant, les preuves historiques démontrent de manière concluante que les coûts de son règne dépassèrent largement tous les bénéfices à long terme. L'analyse moderne d'Ivan révèle un cas d'étude classique sur la manière dont un traumatisme psychologique personnel peut se transformer en catastrophe politique nationale. Son enfance traumatisante, combinée à un pouvoir absolu et à l'absence de contrôle institutionnel, créa un tyran dont la paranoïa et la cruauté faillirent détruire le pays qu'il prétendait protéger. Son règne démontra que même le dirigeant le plus intelligent et initialement bien intentionné peut devenir une force destructrice lorsque le pouvoir absolu est combiné à une instabilité mentale. L'héritage final d'Ivan est une leçon sur les dangers de l'autoritarisme extrême et l'importance des limites institutionnelles au pouvoir exécutif. Son histoire sert d'avertissement que la concentration excessive de pouvoir entre les mains d'une seule personne, surtout lorsque cette personne souffre de troubles psychologiques non traités, peut entraîner la destruction de sociétés entières. La Russie mit des siècles à se remettre complètement des dommages causés pendant son règne de terreur, et les cicatrices de sa brutalité restèrent visibles dans la culture politique russe longtemps après sa mort, influençant des schémas de gouvernance autoritaire qui persisteraient dans l'histoire russe ultérieure. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.